en direct du Catalogne Café, près de la place Catalogne, comme quoi on est cohérent, pour un intermède, pas avec un vigneron, il le fut, et c'est pour un livre. Donc aujourd'hui, notre ami Jean, c'est le Bernard Pivot du vin. Non, alors c'est pas vraiment pour un livre, c'est pour un ancien vigneron qui est éditeur de livres, c'est-à-dire qu'il en a fait plusieurs, et c'est à ce titre qu'on va discuter avec lui sur les livres qu'il fait. Bien sûr, il y en a un qui est d'actualité, mais il y en a d'autres. Et on est au Catalogne Café, mais qu'a fait la Catalogne pour mériter tout ça? Mais ça, c'est un autre débat. Donc, Alain Potier, c'est le seul de la série Vinoscopie à être invité 2 fois, puisque c'était le numéro 5, il y a quelques années, quand on a commencé Vinoscopie, c'était le 5e vigneron, entre Pierre Danois numéro 4 et Jess Albero numéro 6, il y avait Alain Potier, qui était vigneron, avec des vignes à Cerbère et Nogent à Port-Vendres, c'est ça? À Bagnols, les vignes? Oui, à Pierrefitte. Il n'y en avait pas à Cerbère? Non, à Pierrefitte. D'accord, à Pierrefitte. Donc voilà, un ancien vigneron qui a arrêté l'an dernier, je crois. Il y a un mois. Il y a un mois. Officiellement, mais... Officiellement. Tu sais, en termes douaniers, ça s'appelle inactivé. Je suis inactivé depuis un mois. Ça veut dire qu'on t'a débranché. Oui, c'est ça. Alain Potier est là parce qu'il fait des livres sur le vin. Et ça court pas les rues, des livres sur le vin. Donc, on pourrait commencer par faire un petit... présenter les livres que tu as fait sur le vin. Ils y sont tous, là? Avec plaisir. Pas. Non, pas tous, mais avec plaisir. Il manque celui des Roussillons. Hein, oui. Voilà. Non, il y a alors, voilà. Celui-ci, c'est quoi celui-ci? Ah, ben celui-ci, c'est le collector, les rançons secs du Roussillon. On l'a fait en 6 mois. Personne ne croyait qu'on allait le sortir. C'est absolument magnifique, c'est un objet de collection. On est plus belle vente de Torcatis à Noël 2016. Voilà. C'est un très bon livre. C'est sur les rançons secs. Non, mais c'est vraiment un livre qui est vraiment intimement lié à la renaissance des rançons secs. Un collector. Un collector. Alors ensuite, quand ils disent collector, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus? Oui, il ne sera pas réédité, parce que d'après ce que j'ai compris, au Trabucaire, quand tu as fait 1000, on ne retire pas. C'est pas la question. La question, c'est que beaucoup de choses ont changé, notamment les producteurs. Tu sais que les producteurs, on les voit bien en photo avec Michel Castillo dans ce livre. Là, ça a beaucoup changé. À Birancy, ça a changé. Il faut tout refaire. D'accord. Donc ça coûte très cher. Voilà. Alors le deuxième livre, c'est vraiment l'ouvrage de référence, on va dire. Ouais. Explique-nous ce que c'est. Ben, c'est la Bible des vins du Roussillon. C'est-à-dire qu'on aborde tout, la géologie, l'œnologie, tous les professionnels, toutes les appellations du Roussillon, les particularismes catalans du Roussillon. Voilà, on a mis 1 an et demi à le faire. 30 contributeurs, les meilleurs dans leur domaine, dont Jean L'Héritier. Bon, enfin, c'est vraiment un ouvrage de référence que quelqu'un qui aime ce pays devrait avoir. Oui, il est toujours à vendre. Et qui est toujours à la vente. Toujours à la vente, celui-là, oui. Celui-là n'est pas épuisé. Partout, oui. Et le troisième, alors qu'est-ce que c'est le troisième? Alors là, on s'est fait un grand plaisir, c'est le monde des vins oxydatifs secs. C'est-à-dire qu'on fait de l'oxydatif comme nos rancio secs, nos Birancy. On en fait évidemment dans les 10 régions de production de Catalogne, mais on en fait aussi partout. Alors ne parlons pas partout, dans beaucoup d'endroits. Oui, évidemment. Parlons de Rérez. À Hawaï, plus de rancio. Méfie-toi parce que c'est plus compliqué. Mais à Rérez, évidemment, les vins jaunes. Et puis partout en Occitanie maintenant, on fait du vin de voile, du vin oxydatif partout, y compris en Champagne maintenant, on fait de l'oxydatif partout, là où on peut. Oui, on peut rappeler que Birancy, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans, qui est né au sein de l'association de promotion et de défense des rançons secs, et que finalement, au départ, le premier livre qu'on a montré, Les rançons secs du Roussillon, est, comme je disais, intimement lié à la renaissance des rançons secs. Et puis quelques années après, a germé, à la fin des années 2010, l'idée qu'il fallait élargir et provoquer la prise de conscience que ces vins sont une famille. C'est-à-dire que les gens qui sont à Marsala ou à Rélez n'ont pas vraiment conscience qu'il y a un réseau, ou les vins de voile dans le Jura, qu'il y a un réseau de vins appartenant à la même famille, à la même logique de production, au même rapport au temps. Et donc, on a fait cet événement qui s'appelle Birancy en tant que Salon européen des oxydatifs et qui va en être à sa 3e édition cette année, le 10 novembre, là, dans un peu plus d'un mois et demi. Mais ce livre a consacré la première édition de ce salon européen. C'est-à-dire qu'on a des portraits de tout un tas de vignerons qui viennent de Sardaigne, d'Andalousie, et d'Italie, et de 4 coins de France. Et de... Oui, de Grèce, d'Italie. Non, de Grèce, il n'y avait pas de vignerons, il y avait du vin, mais bon, je parle des vignerons qui étaient là, c'est ça qui est intéressant. Voilà, après, c'est vrai qu'il faudrait parcourir le monde, on découvrirait des choses.
Donc, ça, c'est 3 bouquins que tu as fait, mais tu en as fait bien d'autres, et là, tu vas nous parler de celui que tu as fait, que tu as dans les mains. Avec plaisir. Bah, écoute, boire du vin avec un point d'interrogation. Pourquoi boit-on du vin? Alors évidemment, ça paraît simple et d'une évidence totale. Alors dans ce livre, en fait, il y a quelque chose, il y a une recherche qui a été de dire la profession viticole a beaucoup de problèmes. On le sait actuellement, le changement climatique, les taxes douanières, le problème du problème clonal, ce qu'on appelle la déperdition clonale, qui est un grave problème principal. C'est-à-dire plus on clone des vignes, plus... c'est pour les fraises, c'est le même problème. Hein. Oui, sauf qu'il y a la sélection massale, bon bref, c'est compliqué, donc il y a tout un débat, mais ça va pas très bien. Et en fait, nous, avec quelques copains, donc Christophe Tchecaille, qui était l'ancien directeur du cru Bagnols-Collioure, qui venait de Champagne et qui est reparti en Champagne, parce qu'il était trop bon directeur, donc il est reparti en Champagne. Et en fait, on a réfléchi sur le problème de la filière et du vin. Parce que le vin, eh ben, c'est plus que du vin. Le vin mériterait autre chose que son simple statut de produit de consommation. Le vin mériterait un statut culturel du vin. Je rappelle qu'en Espagne, il y a une loi sur le vin, 2003. Le vin, la vigne et le vin font partie de la culture. C'est écrit dans la loi de 2003 en Espagne. Nous, on n'a pas tout ça. On a une loi E20 qui... Tu devrais lire le sous-titre du livre. Oui. Parce que j'avais jamais fait attention, tu n'insistes pas. Tout à fait. Histoire de complicité entre l'homme et le vin. Une vieille histoire. Et alors, ce qui est marrant aussi, c'est que la gastronomie française est classée à l'UNESCO, mais ça ne protège pas pour autant le vin dedans. Est-ce que ça en fait pas? Enfin, il me semble. Hein. Ça fait partie du problème un peu bizarroïde français. On tourne autour. Il y a les pour le vin, il y a les contre le vin, donc c'est compliqué. La situation est complexe en France. Livre, tout à fait. Ben, on en parlera du volume 2. On en parlera du volume 2. Bref, ce livre fait une grande nouveauté. Il traite des pourquoi on boit du vin. Je vais vous les citer rapidement, les 8 principes fondamentaux pour lesquels on boit du vin. Mais il traite aussi d'un autre regard sur la consommation d'alcool. Et ça, c'est important. Demain soir, sur Antenne 2, il y a une émission Boire qui est absolument rude sur l'alcoolisme. Non, mais là, on est en plein là-dedans actuellement, tout là-dessus. Et en fait, assez bizarrement, on a encore la tête enfouie dans le sable. On n'aborde pas les vrais sujets de pourquoi on boit du vin. Et vous allez évidemment les découvrir dans ce livre. Alors, pour faire ce livre, on a fait 2 choses au préalable. On a fait une enquête avec 150 personnes dans l'Hérault, dans l'Aude et les Pérou. Pourquoi tu bois du vin? Ou pourquoi buvez-vous du vin? On a synthétisé tout ça, mais on s'en doute que parce que j'aime ça, parce que c'est un plaisir, etc., on est assez commun sur les réponses. Alors je vais vous dire les 8 qualités qui sont ressorties de tout ça, on les connaît. C'est pour le plaisir des sens, pour la convivialité, pour la tradition et la culture, pour ses effets relaxants, pour la découverte et l'apprentissage, pour le simple plaisir d'un rituel, pour ses effets supposés sur la santé, pour des raisons symboliques ou spirituelles. Et il y a pour le réarmement démographique? Non, il n'y a pas. Non, mais il manque quand même l'aspect nutritionnel, alors que c'était la base de tout dans le passé. On a fait une conférence là-dessus, Place Cassel. Là, c'est Vinoscopie d'Alain Potier. Tu plaît. Alors, on a fait aussi autre chose. On a choisi, je vais vous les montrer rapidement, dans notre biographie, où est-ce qu'elle est? Voilà. On a voulu choisir sur 1000 livres du vin à peu près. Hein, on a choisi 80 livres. Et donc on montre parce qu'on ne voit jamais ces livres extraordinaires, des livres sur le vin. Pourquoi on boit du vin, le vin et la sociologie, le vin et la psychanalyse, le vin, etc. etc. Voilà, on a voulu mettre les pages de couverture plutôt que de faire une bibliographie un peu synthétique qu'on lit rarement. Est-ce que tu as mis un de ces 3 livres dedans? Eh bien même pas. Même pas. Modestie. Oui, tout à fait. Mais je pense à Raymond Dumais, La mort du vin, qui est un chef-d'œuvre absolument. Et puis évidemment un livre fondamental qui a guidé ce livre, qui est La métamorphose éthylique. Là, je vais en parler après. De Stéphane Magarelli, édictologue, parce qu'on a travaillé avec des édictologues pour faire ce livre. Voilà. Donc la première chose, c'était une enquête. Pourquoi on boit du vin? La deuxième chose, on a travaillé sur en gros une centaine de livres. Psychanalyste, sociologue, philosophe. Et pas technique. Donc c'est pas un traité de viticulture, hein, c'est pas un traité même d'œnologie ou de dégustation. On n'aborde pas tout ça. On est sur une autre approche du vin. Tout en haut, pourquoi on boit du vin? Qu'est-ce que le vin comme statut un peu culturel? Parce que le vin est aussi socialement suspect actuellement. Donc on voulait répondre à toutes ces questions. Est-ce que ça fait pas beaucoup de questions pour un petit livre aussi
Bref, combien il y a de pages? Il y a 140 pages, il y a, Quand même, ouais. il y a 120 pages, pardon, 130 pages. Mais énormément d'iconographie, quoi. Énormément en texte, en rédactionnel, il y a peu. Énormément d'iconographie, on va le voir, tous ces titres, évidemment, il y a beaucoup d'iconographie, ce que l'indépendant a appelé un graphisme débridé, réalisé par Pascal Parizel, donc, qui est notre graphiste. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, c'est vrai. En fait, tu soulèves des questions plus que Oui. de donner des réponses. Oui, parce qu'il y a des réponses, notamment sur le chapitre 2, qui est précisément l'autre regard sur la consommation de vin. Et c'est là que c'est une originalité, puisque personne ne traite de ça. Personne ne traite de ce sujet, qui est un sujet, quelque part, qui est assez rude à aborder. D'ailleurs, Pascal du Catalan Café me disait tout à l'heure qu'elle n'avait pas tout suivi. Et évidemment, c'est pas simple à comprendre, à expliquer pourquoi on boit du vin pour autre que les raisons du plaisir. On boit du vin parce qu'on est guidé par des choses qui nous échappent un peu. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, la Terre bouge. Il n'y a rien dans nos sens, dans notre corps, dans notre mémoire, dans notre cerveau, dans notre corps, qui nous permet de percevoir ce mouvement. Quel mouvement? De la Terre. Mais pas actuellement, tout le temps. Tout le temps. Depuis toujours, c'est pas Depuis actuellement. toujours. Oui, actuellement, depuis toujours. Voilà. La Terre tourne. Et pourtant, rien Non. Eh bien, la consommation de vin et d'alcool, c'est à peu près la même histoire. C'est-à-dire qu'on est face à un humanisme, une humanité perdue, en gros. Là, je suis sous la responsabilité des addictologues, que cette notion de c'est pas consommation, c'est une notion de consommation. Vivre, c'est se consumer. Et donc, il y a une raison pour laquelle on a besoin de boire. Mais consommer, c'est détruire. C'est consumar et c'est la même étymologie. Voilà, d'accord, on est dans le même monde, sauf que consommation, pour nous maintenant, un mot plus réducteur. Et oui, elle est liée à la société. Exactement. Donc cet autre regard sur la consommation d'alcool, je pourrais vous lire quelques passages. C'est foudroyant. Alors évidemment, il y a 2 pages sur la mort, par exemple, sur le problème de la mort. L'angoisse. On parle des yeux. Sur l'angoisse de la mort. Ça nous paraît anodin. Pourquoi on parle de ça dans ce bouquin d'angoisse de la mort? Eh bien, ça fait partie de cet amas de choses qui font que on boit. Alors justement, ce qu'on appelle l'être éthylique. Que là, on parle de consommation normale, modérée, parce que boire moins, c'est boire mieux normalement. Sauf qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui boivent beaucoup plus. Et c'est le problème de l'alcoolisme. Et là, on est pris dans un étau, dans notre filière du vin, un étau qui est que le vin est considéré comme un alcool, à juste titre ou pas, je ne veux pas débattre de ça. Le vin, pour nous, est une boisson agricole, donc c'est quelque chose de bien différent, qui aurait dû, il y a 34 ans, au moment de la loi E20, il y a 34 ans, la loi E20, Invignez-vous de Dupont, ce livre magnifique, Invignez-vous, lisez Invignez-vous, c'est un chef-d'œuvre. C'est le seul auteur à l'époque à s'être battu contre la loi E20. Très peu de gens sont battus. Mais il y a aussi le poids de l'anglo-saxonisation de la France. Oui, avec le côté puritain, etc. Bien sûr. Parce que le vin est plus proche des catholiques que des protestants, et que dans la symbolique, comme il y a moins de religion, il y a moins de... Alors, tu tombes bien, puisqu'on traite évidemment, comme Jean a dit qu'il y avait beaucoup de choses, on traite évidemment des religions dans ce livre, et on ne pouvait pas rater, que ce soit chez les musulmans, dans la poésie soufie, dont M. Codeville nous a fait une petite traduction là-dedans. Omar Khayyam, et on aborde évidemment la transsubstantation. La transsubstantation, c'est ceci est mon sang. Évidemment, quand on boit le vin à l'église, ceci est mon sang, et l'hostie et les corps du Christ. Donc on aborde tous ces problèmes-là qui sont des problèmes incroyablement symboliques autour de la vigne et du vin. Je rappelle que la vigne et le vin sont traités 600 fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est énorme. Ça fait une base avec le pain. Oui, énormément de références. Et l'idée, c'est aussi le culte dionysien qui a pas forcément d'ailleurs dans le christianisme, qui est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, et comme Thèbes a refusé l'entrée du dieu Dionysos, elle a été frappée de folie. Donc, le vin est une soupape de folie pour éviter de le devenir complètement. Ça fait partie de l'histoire. On a dans ce livre un truc unique, c'est la frise de l'évolution culturelle du vin. D'accord? Donc on traite depuis les tout débuts. Alors là, on ne voit pas. Oui, pardon. C'est sur 2 pages. Mais je rappelle juste une anecdote. Qu'on sait maintenant grâce aux historiens et en l'occurrence aux préhistoriens. Par exemple, dans le temps, y compris chez nous, ici dans notre département, dans notre région, vous savez, les peuples d'avant les Grecs,
d'avant les Phéniciens. Il y avait des gens qui vivaient là, des tribus qui vivaient là, entre chaque fleuve notamment. Et on sait qu'à l'époque, ils vivaient maintenant à peu près 80 à 100 personnes ensemble. Et on sait que quand ils marchaient, donc c'était des chasseurs-cueilleurs, on sait que quand ils marchaient et qu'ils tombaient sur un arbre fruitier, celui qui trouvait l'arbre fruitier avait droit le premier à se servir. Et il prenait évidemment les fruits mûrs, où il y avait la bonne dose d'éthanol qui lui permettait d'avoir sa ration. Et on sait maintenant, c'est très curieux, qu'il y a une autre raison, c'est que c'était une récompense. C'est-à-dire que le fruit fermenté, parce que là on parle de fermentation, le fruit fermenté était une récompense. Et quel meilleur symbole que le vin, qui est aussi une récompense de nos jours. Ah, ça c'est sûr. Hein? Il y a, dans la Bible, pour y revenir, il y a aussi Noé. Oui, mon père, oui. Parce que pour faire du vin, il faut beaucoup d'eau. Vas-y, continue. Non, Je vais prendre la caméra, moi. T'as gâché le moment. Voilà, bon, vous avez compris que ce vin... C'est lui qui est interviewé. Ah bon? Vous avez compris que ce Ah, livre... mais j'ai un peu écrit dedans. Moi. Vous avez compris que ce livre pose des tas de questions. Et quand on l'a lancé il y a 4 mois, il y avait un journaliste qui était là. Et j'ai eu l'idée, je ne sais pas, curieux, de dire, il y a effectivement les pour le vin, donc en France c'est Vins et Sociétés, qui gèrent la communication de la filière vin, et les contre le vin, qui est France Addict, qui mène le combat contre l'alcoolisme, contre toutes ces modes, avec la loi E20, etc. Et j'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas la paix? Et bien du coup, c'est dans les tuyaux. Actuellement, donc on prépare un volume 2. Alors, va plus vers Jean, voilà. Voilà. Soit convergent. Et alors justement, Jean va pouvoir lire un sous-titre aussi, c'est boire ou déboire du vin vers une complicité apaisée. C'est-à-dire en gros, on va traiter les pour, on va traiter les contre, on va traiter qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qu'ils font les autres, et pourquoi pas nous, etc. Comment ils font, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. L'Italie ou l'Espagne, parce que... Est-ce qu'on pourrait faire la paix? Est-ce qu'on pourrait faire la paix? Parce qu'on n'est pas parti pour. On n'est pas parti pour, hein, de nos jours, par rapport au pour et contre le vin, on est parti sur une guerre totale, une guerre de tranchées. D'accord? Ça va durer longtemps. Surtout en France. Non, le vin était une évidence française et a perdu ce statut. Complètement, et voilà. Donc voilà, ça c'est le volume 2, il est en préparation. Est-ce que tu as déjà des contributions? Est-ce que ça avance? Oui, j'ai des nouveaux addictologues. Et il me manque un grand juriste européen pour l'instant, mais on avance. C'est prévu pour le printemps prochain. D'accord? C'est anecdotique, mais en venant, j'ai écouté une diatribe concernant un rapport qui vient d'être publié, je crois commandé par l'ANSES, disant que 4% des Français qui vivent à moins de 200 mètres d'une vigne sont exposés aux pesticides. Ah oui, bien sûr. Et donc là, j'ai eu 10 minutes sur France Info sur le danger de vivre à côté d'un vigneron. Là, donc je pense que apaiser, moi je ne vois pas un débat d'apaisement parce que pour moi, le vin est en train de disparaître et il n'y a pas de débat. Oui, mais bon, les choses se déroulent très lentement. Simplement, avec mon éditeur des éditions Traboucaire, on propose dans ce livre, tentons de faire la paix. Ah non, mais ça d'accord. Tentons de la faire, malgré les difficultés qui sont considérables. Parce que le vin, et tu as parfaitement raison, on est sur une destruction du vin. C'est pour ça qu'on voudrait donner une valeur culturelle au vin. On a même eu l'idée que vous trouverez dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vous montre ça pour l'écran, pardon, j'arrive tout de suite. C'est ici, c'est qu'on a même proposé donc de donner au vin donc un statut d'être vivant, à la vigne et le vin, de donner un statut d'être vivant, un statut juridique, pour te dire jusqu'où ça va, jusqu'où on pourrait aller, voilà. Il y a un statut avec ce grand colloque, avec ce grand colloque hein, qu'on devait faire à Narbonne, qui ne s'est pas fait, etc. Pas pourquoi, parce que ça peut nous énerver. Voilà, exactement. Voilà. Donc voilà, ce livre est en volume 1, le volume 2 en préparation. Essayons, tentons la paix, parce que, encore une fois, le vin a un avenir très sombre, malgré cette richesse. Alors, pour dire du bien des vignes, puisque tu as relevé France Info, dans l'Aude, qui a brûlé récemment, les rares parties non brûlées étaient là grâce aux vignes. Voilà. Bon, je voudrais te poser des questions sur toi, parce qu'en fait, la vignoscopie, c'est sur toi, c'est pas sur le vin. Pourquoi tu publies des bouquins sur le vin? Qu'est-ce que tu as fait avant de devenir vigneron dans ta vie? On peut peut-être le retrouver si on écoute. Si on écoute la Vinoscopie numéro 5, dans laquelle on s'était entrevus parce que tu étais vigneron, mais aujourd'hui, on peut te reposer la question parce que personne ne va remonter jusqu'au Vinoscopie numéro 5. Si, parce que je mettrai le mien. Et alors, donc, qu'est-ce que tu as fait avant de devenir vigneron, puis finalement directeur de collection?
Bon, d'abord, je fais des études d'anthropologie, donc à Jussieu, avec Robert Jolin, qui était l'anti-école de Lévi-Strauss. Donc j'ai fait anthropologie. Ensuite, j'ai été développeur territorial pendant plus de 25 ans, 30 ans, dont 5 ans au service de l'État. Et ensuite, j'ai été dans l'agroalimentaire avec Toto Vino, c'est les premières marques de soft drink méditerranéens, donc dont la première boisson à l'olive, boisson à la tomate, en soft drink. Et ensuite, j'ai décidé. Et ça a marché, ça, la Soto de... Non, j'ai jamais entendu parler. Eh ben oui, si, on a eu beaucoup de choses. Je suis passé sur les chaînes américaines, partout, etc. Mais il n'y a pas de concurrence dans le soft drink. C'est inadmissible, c'est pas possible. Coca et les géants. Ouais, c'est verrouillé. Coca-Cola, tout ça, verrouille tout. Donc c'est pas possible. J'ai rencontré les acheteurs nationaux, etc. C'était impossible. C'est toi qui étais le producteur de ces... Oui. Tu avais créé une entreprise. Ah oui, complètement. Qui s'appelait Toto Vino. Toto Vino, avec... et les boissons, elles s'appelaient comment? Alors, il y avait Toto Vino au raisin, Toto Vino à l'olive et Toto Vino à la tomate. Et c'était alcoolisé? Alors, non, on était à 4,5 degrés. Un petit peu quand même. Sur le raisin, mais sinon les autres à l'olive, non, n'étaient pas alcoolisés. Et j'avais un contrat de recherche avec l'INRA, donc on était très avancé en fait, on a fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas de place pour le soft drink, ça c'est clair et net. Donc j'ai laissé tomber jusqu'au moment où avec mon épouse de l'époque, donc avec Sophie, on avait eu l'idée de s'installer en Sicile, elle était dans la viticulture, on a eu l'idée de s'installer en Sicile d'où il y avait ses origines, et on a préféré la Côte Vermeille, et on est parti sur la Côte Vermeille où j'ai été vigneron pendant 13 ans. D'accord. Et d'ailleurs, on va goûter ce que j'ai fait de mieux en 13 ans. Ce qu'on a fait de mieux en 13 ans, qui est donc notre rancio sec, notre dernier rancio sec, blanc de Méditerranée. Nous revoilà au livre. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce qu'on a toujours fait de l'oxydatif en mer Méditerranée. Donc on lui a donné cet hommage. Alors c'est un rancio de 8 ans, de 8 ans d'âge. Voilà. Je continue sur ton parcours en quelque sorte, mais oui. En revenant, ce Jolin, en quoi il était la contre-école de Lévi-Strauss? Voilà. Est-ce qu'il était contre le structuralisme? Oui, c'était une autre école où il travaillait sur les Indiens d'Amérique du Nord, d'abord. Ils se sont battus physiquement. Dans un laboratoire à Nanterre, dans le laboratoire de Lévi-Strauss, ils se sont battus physiquement. Donc en gros, il y avait deux... Avec Lévi-Strauss? Avec Lévi-Strauss. Pour te dire que la castagne, c'est partout, quoi. Donc il y avait deux écoles d'anthropologie, il y avait Lévi-Strauss et Robert Jolin. Alors c'est compliqué, c'est très conceptuel. Est-ce que c'était un peu dans le sillon de Pierre Clastres? Oui, complètement. Jolin? Tout à fait, bravo, absolument. Serge Moscovici, beaucoup de monde, je ne sais pas les noms, mais beaucoup de monde. Et à l'époque, j'étais un petit peu mal à l'aise, puisque personnellement, à 18 ans, j'étais déjà allé chez les Indiens d'Amérique du Sud, en Amazonie. J'étais le seul à avoir la pratique, mais de voyageurs, pas d'anthropologues. Donc j'étais un petit peu en décalage avec des gens très conceptuels, mais extrêmement brillants en anthropologie. Donc voilà, bon bref, d'accord. Je suis devenu vigneron miséricordieux. Et les bouquins, alors maintenant, on fait un grand bond dans ton histoire. Tu es vigneron pendant 13 ans, et à comment, à un moment donné, te vient l'idée de faire des bouquins? Tout simplement parce que, d'abord, j'avais déjà écrit à l'époque, j'ai passé que j'ai travaillé dans le monde du voyage, j'avais écrit un livre aux éditions Larousse sur les Guyanes, et un livre sur la Grèce. Mais des guides? Alors, la Grèce, c'était un guide, et aux éditions Larousse, c'était un livre sur les Guyanes, les 3 Guyanes. Donc j'avais fait ça, puis j'avais plus écrit. Et puis, quand je suis arrivé comme vigneron ici, évidemment, je connaissais pas le rancio. Mais quelque part, je le connaissais sans le savoir, parce que avec mes parents, on allait toujours en vacances en Emporda, et donc ce goût, je le connaissais, sans le savoir. Et quand j'ai goûté mon premier rancio, j'ai dit, mais merde, c'est extraordinaire, c'est un trésor. Et donc j'ai été fêlé, tu sais que je me suis impliqué beaucoup dans le rancio sec. Dans il est super, au demeurant il est super. Merci. Enfin, je le savais puisque je l'ai goûté quand tu t'es séparé de la part. C'est le même que celui que tu as vendu. Oui. Voilà. Oui. Celui-là tu l'as mis en bouteille, quoi. Absolument. C'est superbe. Absolument. Merci. Je suis très content aussi. C'est l'archétype maintenant. Oui. À un moment tu le faisais mais qui était un peu moins abouti. Non mais il était jeune. Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut 5 ans d'élevage. Celui-là, il en a 9. Il faut du temps, on ne peut rien contre ça, il faut attendre. Je vais te faire un petit aveu. Oui. Toi et mon cousin, qui est décédé, avaient connu un peu une histoire assez similaire, de se lancer dans le rancio sec, d'ailleurs à peu près au même moment, de me faire goûter un truc à un moment donné où je trouvais que c'était pas assez abouti, et pour des raisons diverses mais peut-être assez similaires, de ne pas l'avoir mis en bouteille, le vin est resté dans le bois, il a pris 3, 4, 5 ans de plus, et pour finalement devenir un truc magnifique. Ah, complètement, je suis d'accord. Mais pour des raisons qui n'étaient pas nécessairement
la volonté d'attendre. Bien sûr. Pour finir sur ta question, l'écriture, oui. Bon, actuellement, j'ai 5 livres en préparation. Ah d'accord. On peut savoir un peu? Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, d'abord, il y a Boire et déboire, hein. Oui. Boire ou déboire du vin. Celui qui va sortir au printemps 26. Qui va sortir au printemps. Le deuxième, c'est un livre qui m'obsède. Rien de plus terrible qu'être obsédé par un livre. Je sais que l'année dernière, j'ai découvert Minorque et Majorque, et je ne savais pas pourquoi, j'étais jamais allé de ma vie là-bas. Et donc, j'y suis allé l'année dernière, et il m'est resté des traces. Et j'étais très impressionné par le plus grand écrivain indie catalan, Ramon Llull. Donc j'ai lu Ramon Llull évidemment. Je suis allé à Palma dans son chemin. Et puis d'un seul coup j'ai eu l'idée de dire, attends, au XIIIe siècle, ce monsieur, qui n'était pas ecclésiastique, hein, mais qui était un savant, etc., mystique, un écrivain mystique, ce monsieur n'arrêtait pas de circuler. À Barcelone, à Paris, à Rome, voir le pape, il n'arrêtait pas. Et je me suis dit, mais quelles étaient les conditions de mobilité de cette époque? Donc je suis rentré là-dedans, je commence à faire travailler des historiens. Conclusion, l'année prochaine, au mois de mai, je vais faire ce voyage Palma-Perpignan à pied et en bateau, 2 jours et demi évidemment, Palma-Tarragone. Le même que celui de Ramon Llull? Le même, c'est Ramon Llull, où il dormait, etc. On fait le même voyage, et à la base je voulais le faire tout seul pour expier mes fautes, et finalement on le fera peut-être à une trentaine, et on fera un livre, en petit format, on fera un livre, peut-être un film, etc. Donc voilà, ça c'est pour l'année prochaine. Et ce bouquin m'occupe beaucoup parce que je veux que la trace, la légitimité de l'itinéraire et de ce qu'on va y faire soit parfaite. Mais tu as trouvé trace de ces parcours? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses, puisqu'il parle beaucoup dans ses livres. Il parle beaucoup. Le plus vieux bouquin qui existe de voyageurs, c'est au XIe siècle, c'est Benjamin de Toledo, qui au XIe siècle va faire Tuled, donc à côté de Bilbao, en Syrie. Tudela. Pas Tuleda. Tudela, pas Tuled, bien sûr. Non, mais c'est Tudela. C'est pas Tuleda. Tout à fait. Et donc, au XIe siècle, et il a fait son journal. Et donc, son journal met beaucoup. Je sais le nombre de jours qu'il mettait, le nombre d'heures qu'il mettait pour aller de là jusqu'en Syrie. Donc voilà, donc avec Ramon Llull, il y en a aussi des traces de ça. Je te rappelle après que le premier guide touristique, c'est le guide des chemins de Saint-Jacques, le 15e siècle, 16e siècle. Donc il y a eu des choses comme ça qui nous permettent, mais celui-là, il aura son particularisme d'être très catalan et de remonter, y compris le passage quand Ramon Llull est passé à Perpignan. Donc là, j'ai en train d'interroger quasiment les familles où il est venu. Mais le royaume de Majorque était terminé déjà, non? Non, il est en plein. Non. Ramon Llull est arrivé dans les bagages de Jacques Ier le Conquérant, puisqu'il a travaillé. Sa naissance et sa mort, c'est quoi à peu près? Ah ben c'est juste après. Ramon Llull arrive, son père arrive avec Jacques Ier. Donc il naît là-bas. Et Ramon Llull va devenir, plus ou moins, ça se dit pas comme ça, mais le majordome du fils de Jacques Ier le Conquérant. Donc il est à la cour. Et je rappelle que, si tu veux, l'anecdote qui m'a fasciné et que j'ai voulu aller vérifier à Palma, c'est qu'on raconte une blague ou une anecdote et souvent les anecdotes sont fausses dans l'histoire. On en raconte une qui a son truc. On dit qu'il y a eu 2 vies, Ramon Llull. Il y a une vie jeune, où c'était le flamboyant, etc., un bon vivant. Un peu comme François d'Assise. Et après, le mystique, donc qui veut absolument christianiser les Arabes, etc. C'est Ramon Llull. Et il se trouve que quand il était le bon vivant, un jour, il était amoureux d'une femme à Palma, et un jour, il est à cheval, et il veut suivre cette femme. Elle est affolée, et elle rentre dans une église, Sainte Eulalia, qui existe toujours donc à Palma, et il rentre à cheval dans l'église, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Seul le roi avait le droit d'être à cheval, etc. Dans une église, en l'occurrence. Et il rentre à cheval, et la femme est affolée. Et elle est au bout de l'église, elle se retourne et déchire son chemisier, je ne sais pas comment on appelle ça. Et en fait, elle a un cancer, elle est en phase terminale. Et donc, l'histoire se termine brutalement. Et je suis resté 1 heure dans cette église, en train de réfléchir à qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce vis-à-vis entre ces 2 personnages. Bref, voilà. Donc c'est incroyable. C'est un des livres. Un autre livre dont je te parle brièvement, parce que celui-là, ça fait en fait 2 ans que je suis dessus et j'ai beaucoup de difficultés, c'est l'anthropologie des particularismes catalans. Voilà, alors j'en dis pas plus parce que c'est compliqué. Voilà, monsieur. Très bien, bon, alors ça nous a éloigné un peu du vin, mais comme c'est passionnant. Alors, maintenant on va revenir un peu au vin. Hein, oui. Parce que tu vas nous parler du ratio sec, parce que c'est vinoscopie malgré tout. C'est vrai qu'on a pris un grand plaisir
à voir un peu ton itinéraire, et puis ces sujets, moi, m'intéressent particulièrement. Mais, donc là, ce vin, explique-nous un petit peu ce que tu peux nous dire sur sa genèse. Voilà. Bon, c'est un vin d'apprentissage, parce que j'en avais jamais fait. Hein. Et donc, on a toujours essayé de dire, il y a 40 producteurs de Rancio Sec dans le département, en gros, une quarantaine. Et manque de chance, les nouveaux venus, les néo-vignerons, etc., qui font leur tentative magnifique de vin dans le département, n'ont pas le nez, n'ont pas cette culture du Rancio. Donc on ne se développe pas là-dessus. Il n'y a pas de nouveau marché. Ce qui fait que ça reste un marché dit de niche. Pas trop ce mot, mais bon, ça reste un marché de niche. Tous ceux qui en font sont contents d'en faire. C'est un plus en trésorerie, mais on ne dépasse pas ça. Les grands chefs, les grands chefs s'y mettent, on le sait, mais lentement. Mais le goût est là. Le goût est là. C'est pas pour rien que là je reviens. Il y a 10 jours, je reviens du pays du vin perpétuel. Jerez, de la Frontera, Sanlúcar, Cadix, etc. C'est extraordinaire la culture du vin qu'ils ont là-bas autour de leurs différents vins de Jerez. Hein. Je rappelle, tu as le Fino, tu as la Montillana, tu as le Oloroso et tu as la Montillado. Et après, tu as d'autres vins doux. Et donc, Palo Cortado aussi. Palo Cortado avec ce cépage, oui, là, mais tout est en Palomino, hein, tous les autres, en cépage Palomino. Non, Palo Cortado, c'est le Palomino aussi. Et Pedro Jiménez. Pedro Jiménez, c'est les liquoreux. Liquoreux, tout à fait. Et alors, du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. Eh bien, je vais te le dire. Parce que moi, je viens du Roussillon. Je suis l'actualité de nos vins du Roussillon, évidemment. Petite récolte, small is beautiful, de plus en plus petit. Il y a les problèmes qu'on a dit tout à l'heure. Et je suis très curieux, parce que l'histoire des vins du Roussillon, et on commence à en connaître un morceau, date pas des vins doux naturels. Elle date pas d'Arago, etc. sur les lois. Les vins doux naturels, elle date d'avant. Avant les vins doux naturels, on faisait du naturellement doux. C'est-à-dire qu'on savait faire des vins vieux. Pour l'exposition universelle de 1900, un des vins primés d'ici, c'est un vin de 1806, un Grenache 1806. Donc il y avait un siècle. Il faut dire qu'on maîtrisait, il y avait une maîtrise à l'époque, 18e, maîtrise totale des naturellement doux, dans ce qu'on faisait ici. Et je te rappelle... Et des secs aussi, parce que tu vois dans des menus de la fin du 19e siècle, Rancio Sec du Roussillon, je les ai collectés quelques-uns, je les ai pris en photo sur des menus de banquets, oui, etc. Oui, bien sûr, mais c'est de l'oxydatif. Et ça, c'est là où je veux en venir. C'est qu'il y a une culture des vins vieux, une culture de l'oxydatif très forte. Après, on ne faisait pas que ça. Le beer, l'aventure beer qui est considérable dans le département, c'est les vermouths, les apéritifs à base de vin. On faisait du ratafia. Donc il y a tout un ensemble de goûts qui s'est fait. Et je me suis dit, à Jerez, là, l'autre jour, mais le Roussillon aurait pu devenir aussi ce particularisme-là, avec ces goûts-là, avec ce type de goût qui existe, notamment à Jerez, où il y a une vraie culture du vin. Alors moi, c'est quand on me demande pourquoi en Roussillon, non, j'ai une réponse qui peut être un peu simpliste, mais qui par contre est frappante sur le plan historique, c'est que Jerez, Porto, Madère et Marsala, c'est des capitaux anglais investis. Tout à fait. Voilà. Et il y a d'autres endroits, en Sardaigne, en Languedoc, en Roussillon ou en Catalogne, où il n'y a pas eu de capitaux anglais investis, et on a fait des vins de ce profil, mais qui n'ont pas eu de notoriété, parce qu'il n'y a pas eu des capitalistes qui sont venus investir sur la production, sur le contrôle de la distribution, et sur les marchés, en particulier le marché des anglais. De grands négociants, de grands capitalistes, tu as raison, et aussi on aurait pu avoir, nous, un gouverneur des vins, ou un préfet du vin, etc., qui aurait pu conduire ce type d'action, parce que ces goûts étaient dans les mœurs. Tu le sais que ces goûts... Non, le Roussillon, c'était une marche militaire, on n'y envoyait personne qui n'ait d'autre mission que de se préoccuper des enjeux militaires. On ne risquait pas d'avoir un gouverneur mettant en valeur. La preuve, c'est que le Maïl, c'était le gouverneur du Roussillon. Ce qu'il a fait, c'est que le chef-d'œuvre qu'est la Loge de Mer, le chef-d'œuvre de l'architecture gothique civile, il l'a transformé en théâtre pour lui, quoi. Avec un immense mépris de la culture locale. Donc il ne pouvait pas y avoir quelqu'un comme ça qui... Mais imagine-toi qu'il y a eu un Jean l'Héritier, gouverneur du vin à l'époque, qui aurait été nommé par le roi, après par la Révolution, on serait devenu ce qu'est Jerez. Si le roi m'avait donné, la Révolution m'aurait coupé la tête. Bon. Ça dépend. Non, c'est les capitaux. La prise de conscience, elle peut venir, mais c'est le pouvoir et les capitaux, le pouvoir économique, le pouvoir politique et les capitaux. Et les frères Beer, les frères Violet, pas Violet, les frères Violet, avaient une culture, il y avait des capitaux, ils avaient des avions. Ah oui. Et ça, c'est la mort des vins de Roussillon, c'est le vin doux naturel, les lois protectrices, le statut privilégié sur l'alcool, etc. Oui, mais ce que je veux te dire... Et la mode des vermouths entre 1880 et 1939.
neuf. Mais parfaitement, mais tu as parfaitement raison. Sauf que malgré tout, c'est un type de goût. C'est ça que je veux te dire. Il y avait un type de goût qui était dans les mœurs, là, qui était dans l'air du temps ici. Et donc, c'est exactement comme un RRS, où là, il est toujours dans l'air du temps. Tu vois, et nous, on l'a perdu. La preuve sur Laurencio, où il faut se battre pour trouver des nouveaux producteurs qui n'ont pas cette culture. Oui, puis ça fait 20 ans qu'on essaie d'eux. Tout à fait, oui. Depuis le classement en IGP, 2011, les 2 IGP, IGP Côte Vermeille d'abord, IGP Côte Catalane ensuite, suite à tout ce que vous avez fait sur Slow Food, sur le Rancio, produits Sentinelle, etc. Eh bien 2011, c'est les dates des créations des IGP qui ont permis malgré tout de stabiliser ce vin en quelque sorte. De le faire exister, pas de le faire connaître. Voilà. Maintenant, il faudrait le faire connaître après l'avoir fait exister. Bien, très bien. Donc, Guillaume. Bon, c'était un vinoscopie un peu particulier, puisque c'était un vinoscopie plus sur des livres que sur des vins, sur une personne et sur des livres. Un coup quand même. Voilà. Et je voudrais savoir, c'est ce que je demande en général à la fin de vinoscopie, qu'est-ce que tu aimerais envoyer un peu comme message aujourd'hui dans le cadre de ce vinoscopie? Alors, moi je suis dans le département depuis 13 ans et j'habite Perpignan depuis 1 an et demi. Et j'y vois de la diversité. Je trouve qu'on pourrait être proche aussi d'une sorte de conclave, de paix. On a monté un mouvement qui s'appelle Perpignan la Libérée, qui exprime bien cette chose-là. C'est un club d'art et de pensée et d'art de vivre. On est dans un moment où on peut exprimer cette joie, cet art de vivre ensemble, mais il faut qu'on se relie les uns les autres, quoi. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de divisions. On est archipélisé. Pourtant, Perpignan rayonne. Oui, quelle histoire que cette histoire de Perpignan la rayonnante, oui, triste histoire, mais elle va sûrement être libérée un jour ou l'autre. Voilà. Bon, j'aimerais aussi, ça fait un peu bateau, questionnaire de Proust, mais ça fait rien. J'aimerais que tu me dises ce que tu aimerais qu'on pense de toi, alors de ton vivant ou après ta mort, peu importe. Qu'est-ce que tu aimerais fondamentalement, qu'est-ce qui serait le plus important, essentiel pour toi, qu'on pense de toi? Ben, sur ma plaque. Non, on va pas si loin, mais si tu as envie de l'aborder de cette manière-là. Oui, j'ai qu'une phrase, c'est Philippe Solers, c'est un de mes écrivains préférés, que beaucoup n'aiment pas d'ailleurs, qui dit j'ai confiance dans ma mort, dans ma nullité, j'ai confiance. Voilà ce que j'aimerais avoir. Très bien. Eh bien, on boit à cette nullité, qui n'est quand même pas la nullité la plus nulle qu'on puisse imaginer. Oui, il y a pire, les aidez-nous. Bon, ben, merci tout homme, fine la propre. Ah, ben voilà, on aura en octobre, nous aurons un vigneron, probablement une vigneronne, pour le 29e Vinoscopie, puisqu'aujourd'hui, avec Alain Potier, c'était le 28e Vinoscopie, et surtout, le premier Vinoscopie double bonus when lit. Merci.